Regarde depuis la maison, le mariage est strictement réservé à la famille du sang, voilà ce que mon père m'a dit. Alors, je l'ai écouté. J'ai regardé la diffusion en direct, assise seule dans mon appartement lyonnais. Et puis, la vidéo s'est coupée net, juste au moment où l'enfer s'est déchaîné. La mariée hurlait. Un secret a éclaté. Et ce que j'ai vu ce jour-là, a détruit leur vie. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce secret n'était que le début d'une toile de mensonges bien plus vaste, une conspiration qui allait me voler bien plus qu'une simple place à une cérémonie. Bonjour à tous et merci de vous joindre à moi pour cette histoire. Avant de plonger dans les détails de cette journée qui a tout changé, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est une façon pour nous de nous sentir un peu plus proches, malgré les distances. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Je m'appelle Solène Dubois, j'ai 32 ans, et ma vie, jusqu'à ce fameux mardi matin, était une forteresse de tranquillité que j'avais mis des années à construire. Graphiste indépendante, je vivais dans un appartement charmant sur les pentes de la Croix-Rousse, à Lyon. Un de ces appartements avec des parquets qui craquent et une haute fenêtre qui donne sur les toits de la ville. C'était mon sanctuaire, un espace où le chaos du monde extérieur ne pouvait pas m'atteindre. Ma vie était simple, ordonnée, presque monacale. C'était un choix, ou du moins, la justification que je m'étais inventée pour supporter une solitude profonde. Cette stabilité, je l'avais bâtie brique par brique sur les ruines de mon enfance. J'avais 14 ans quand mon père, Victor Girard, un homme dont l'ambition était aussi tranchante que ses costumes sur mesure, a décidé que ma mère et moi étions un chapitre de sa vie qu'il était temps de fermer. Il est parti, sans un regard en arrière, pour une femme plus jeune, plus lisse, plus en phase avec son ascension sociale, Faustine. Elle était le trophée parfait pour l'homme d'affaires en plein essor qu'il devenait. Ensemble, ils ont eu Clémence, ma demi-sœur, la version améliorée, celle qui n'avait pas les défauts de l'original. Clémence a eu les fêtes d'anniversaire avec des poneys, les écoles privées, les vacances à l'étranger. Moi, j'ai eu le silence de l'autre côté du téléphone. Avec les années, je suis devenue un fantôme dans leur nouvelle vie parfaite. Les appels se sont espacés, puis ont cessé. Les anniversaires passaient sans une carte. J'étais une note de bas de page dans l'histoire de la famille Girard, une note qu'ils préféraient ne pas lire. Mon seul point d'ancrage dans ce chaos affectif était Armand. Armand Lefebvre, mon petit ami depuis 3 ans. Rencontré lors d'un salon professionnel, il avait été mon calme dans la tempête, un consultant en technologie intelligent, doux, avec un regard qui semblait comprendre mes blessures sans que j'aie besoin de parler. Il était la preuve que je pouvais construire quelque chose de solide, de vrai. Il détestait mon père pour ce qu'il m'avait fait, et sa loyauté était mon refuge. Et puis, ce mardi matin, l'email est arrivé. Pas une carte en papier cartonné, non. Un simple email de Clémence. Le titre, détail du live stream de notre mariage. À l'intérieur, une mise en page élégante, des photos du domaine de la Colline Dorée, le vignoble familial en Bourgogne, et un petit mot enjoué, presque enfantin. Mais en bas, transféré, se trouvait le message de mon père. Court, froid, brutal. Solène, tu peux regarder depuis chez toi. Le mariage est réservé aux parents par le sang uniquement. L'espace est limité. Papa. Chaque mot était une gifle. Par le sang. J'étais sa seule fille biologique. Clémence était sa fille par alliance. La logique même de la phrase était une insulte, une réécriture de l'histoire familiale. L'excuse de « l'espace limité » dans un domaine de plusieurs hectares était si absurde qu'elle en devenait cruelle. J'ai montré l'email à Armand, les larmes brouillant ma vue. Il a lu, son visage s'est durci, ses poings se sont serrés. Il m'a prise dans ses bras, sa voix pleine d'une colère protectrice. Ils ne te méritent pas, Solène. On s'en fiche de leur mariage stupide. Je reste avec toi. On est une équipe contre eux. Je me suis blottie contre lui, reconnaissante d'avoir au moins un allié dans cette guerre froide. Je ne savais pas encore que les alliés les plus convaincants sont souvent les meilleurs espions. Les 10 jours qui ont précédé le mariage se sont écoulés dans une brume étrange et tendue. L'humiliation de l'email était une blessure ouverte, mais la présence d'Armand était un baume constant. Il était plus attentionné que jamais,
me préparant mes plats préférés, suggérant des films pour me changer les idées, me tenant la main avec une force rassurante. Il était mon roc, mon ancre. Pourtant, malgré ses efforts, je sentais un changement subtil en lui, comme une note discordante dans une mélodie familière. Une tension dans ses épaules qu'il n'arrivait pas à dissimuler, une façon de sursauter légèrement quand son téléphone vibrait sur la table de chevet. Il mettait cela sur le compte d'un gros projet au travail, un lancement imminent qui lui demandait toute son énergie. C'est la dernière ligne droite, mon amour, après ça, je suis tout à toi, me disait-il en m'embrassant le front. Son explication était logique, plausible. Je voulais le croire. J'avais désespérément besoin de le croire. Ma confiance en lui était le dernier pilier qui soutenait mon monde chancelant. Accepter qu'il puisse être autre chose que ce qu'il semblait être aurait été admettre que j'étais complètement seule. Puis, 4 soirs avant le mariage, ce pilier a commencé à se fissurer. J'étais dans la salle de bain, le bruit de l'eau couvrant le silence de l'appartement. Armand était dans son bureau, la porte entr'ouverte. Il était en conférence téléphonique, du moins c'est ce que je pensais. Mais le ton de sa voix était différent. Pas le ton professionnel et assuré que je lui connaissais quand il parlait à ses clients. C'était une voix basse, presque un murmure, le genre de voix qu'on utilise quand on partage des secrets, quand on ne veut pas être entendu. Intriguée, j'ai coupé l'eau. Le silence s'est fait, seulement troublé par les chuchotements venant du bureau. Je me suis approchée sans faire de bruit, mes pieds nus glissant sur le parquet. Je me suis postée dans le couloir sombre, là où l'ombre me dissimulait, retenant ma respiration. Les premiers mots que j'ai entendus m'ont glacé le sang. C'était la voix de mon père, Victor, crépitant à travers le haut-parleur du téléphone d'Armand. Il parlait de chiffres, de valorisation du domaine, de clause de non-contestation, et de l'optimisation fiscale post-mariage. Mon esprit s'est mis à tourner. Pourquoi Armand, mon petit ami loyal, discutait-il de stratégie financière complexe avec l'homme qu'il prétendait haïr? Puis j'ai entendu la voix d'Armand, et chaque mot était un poignard dans mon cœur. Oui, tout est sous contrôle. Elle est blessée par l'invitation, elle ne se concentre que sur ça. Elle ne se doute de rien pour le reste. Elle est prévisible. Prévisible. Ce mot a résonné en moi comme une insulte suprême. Un silence a suivi. Mon cœur battait si fort contre mes côtes que j'avais peur qu'il l'entende à travers le mur. Et c'est là que la 3e voix est intervenue. Une voix de femme. Une voix que je connaissais trop bien. C'était Clémence. Mais ce n'était pas la voix douce et un peu gâtée que j'entendais lors de nos rares et brefs échanges. Son ton était froid, autoritaire, tranchant comme une lame de rasoir. Assure-toi qu'elle ne se doute de rien, Armand. C'est la dernière ligne droite. Pas de faux pas, maman et papa comptent sur toi. Je compte sur toi. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas m'effondrer. Ce n'était pas juste une conversation. C'était un briefing. Armand n'était pas en train de subir un appel, il prenait des ordres. De mon père, de ma belle-mère, et pire que tout, de ma propre sœur. L'image idyllique de la petite princesse gâtée s'est brisée en 1000 morceaux, remplacée par celle d'une stratège impitoyable. Elle n'était pas un pion dans leur jeu, elle en était l'un des maîtres. J'ai reculé, pas à pas, retournant dans la salle de bain comme une somnambule. Je me suis regardée dans le miroir. Mon visage était livide. La femme qui me fixait était une idiote, une parfaite idiote qui avait livré son cœur et ses secrets à l'ennemi. Il ne se contentait pas de m'exclure. Il me gérait. Il me manipulait. Et l'homme qui dormait dans mon lit était leur soldat le plus loyal. J'ai fait semblant de dormir quand Armand est revenu dans la chambre. Chaque parcelle de mon être hurlait de le confronter, mais une petite voix me disait « Observe. Écoute. Ton ennemi porte plusieurs masques. » Le jour du mariage est arrivé avec un ciel d'un bleu cruellement parfait, une insulte à la tempête qui faisait rage en moi. De mon appartement à Lyon, je pouvais entendre les rires des familles se promenant sur le boulevard de la Croix-Rousse. Un jour de célébration pour le monde entier, un jour de deuil silencieux pour moi. Armand était parti tôt. Je vais prendre l'air, me vider la tête, avait-il dit, évitant soigneusement mon regard. Il portait un simple jean et un sweat à capuche, rien qui ne laissait présager un voyage en Bourgogne. Une performance d'acteur jusqu'au bout.
Je n'ai rien dit. J'ai simplement hoché la tête, mon visage un masque de neutralité que j'avais mis des années à perfectionner face à ma famille. L'art de ne rien laisser paraître était ma seule défense. À midi, heure prévue de la cérémonie, je me suis assise devant mon ordinateur portable, une tasse de thé froid à mes côtés. Le lien du live stream s'est ouvert sur une image fixe du domaine de la colline dorée. C'était magnifique, je devais l'admettre. Des rangées de vignes impeccables, un soleil doré baignant une arche de fleurs blanches et roses. C'était le décor d'un conte de fées. Mon conte de fées volé. La musique a commencé, douce et classique. La caméra a commencé à balayer l'assemblée. Des invités élégants, des chapeaux, des robes pastel. J'ai reconnu quelques visages, de lointains cousins qui m'ignoraient poliment depuis des années, des partenaires commerciaux de mon père dont j'avais vu les photos dans la presse économique. J'ai vu Faustine, ma belle-mère, au premier rang, resplendissante dans une robe lavande, l'incarnation de la grâce et de la sophistication. Mais de Victor, aucune trace. Ni d'Armand. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Et s'ils avaient découvert que je savais? Et s'ils avaient changé leur plan? Puis la cérémonie a commencé. Clémence est apparue au bras d'un oncle. Elle était éblouissante, un sourire radieux figé sur son visage. Elle a remonté l'allée, ses yeux fixés sur son futur mari. L'officiant a commencé son discours, parlant d'amour, de confiance, de vérité. J'ai failli éclater de rire. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Mon regard balayait nerveusement l'écran, cherchant le moindre indice. Et puis, au moment précis où l'officiant a demandé qui s'opposait à cette union, comme un mauvais présage, l'image a commencé à sauter. Une fois. 2 fois. L'audio a grésillé. Le visage de Clémence s'est tourné brusquement sur le côté, son sourire se figeant, comme si elle avait entendu un bruit inattendu. Et là, l'image s'est figée complètement. Pas de son. Pas de mouvement. Juste ce visage à moitié tourné, l'expression prise entre la joie et une lueur de panique. J'ai actualisé la page. Rien. Ma connexion Internet était parfaite. Le silence numérique était assourdissant. Je suis resté là, fixant l'écran glacé, mon propre reflet superposé à celui de ma sœur. J'ai attendu, le souffle court, pendant ce qui a semblé une éternité. Puis, sans prévenir, la vidéo est revenue. Mais l'angle avait changé. Ce n'était plus la caméra professionnelle. C'était une vue large, tremblante, probablement filmée depuis le téléphone d'un invité au fond de l'allée. La qualité était médiocre, mais suffisante. Et c'est là que je les ai vus. Au 3e rang, dans la section réservée à la famille proche, mon père, Victor, était assis. À côté de lui, Faustine. Et à côté de Faustine, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine, se trouvait Armand. Il riait, détendu, une coupe de champagne à la main, comme s'il avait toujours été là, à sa place. Au même instant, la caméra a capté le regard de Clémence. Depuis l'autel, elle a tourné la tête vers eux, et un sourire subtil, un sourire de triomphe absolu, a flotté sur ses lèvres avant qu'elle ne se retourne vers son futur mari. L'écran est devenu noir, mais l'image de leur trio infernal était gravée au fer rouge dans mon esprit. La douleur était si intense que je n'arrivais plus à respirer. Et le pire, c'était que je devais encore jouer la comédie jusqu'au retour du traître. Maintenant, je me tourne vers vous. Imaginez être à ma place. Vous venez de voir la preuve ultime de la trahison de l'homme que vous aimez et de votre propre famille. Quelle aurait été votre première réaction? Auriez-vous tout cassé, ou seriez-vous resté silencieuse pour préparer votre vengeance? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Armand est rentré tard cette nuit-là. Il a franchi la porte avec l'air fatigué d'un homme qui a passé sa journée à travailler sur un projet stressant. Il portait toujours son jean et son sweat. Il avait dû se changer en chemin, probablement dans une aire d'autoroute. L'organisation était impeccable, la dissimulation parfaite. Il m'a trouvée assise dans le salon, dans la pénombre. L'ordinateur portable était fermé sur la table basse. La seule lumière venait des lampadaires de la rue, projetant de longues ombres sur les murs. « Solène ? Tu ne dors pas ?» a-t-il demandé, sa voix faussement douce, comme s'il s'attendait à me trouver endormie, ignorante.
Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Je l'ai laissé s'approcher, le laisser sentir que l'atmosphère avait changé, que l'air était lourd, électrique. Il a posé ses clés, a enlevé sa veste. Chacun de ses gestes me paraissait faux, calculé. Le mariage de ma sœur s'est bien passé, ai-je demandé, ma voix calme, presque conversationnelle. Le contraste entre mon ton et la violence de mes paroles était voulu. Il s'est figé, la main à mi-chemin de son col. Un millième de seconde de panique a traversé son regard avant qu'il ne reprenne le contrôle. Son visage s'est durci. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai dit que j'étais ici, à Lyon. J'ai travaillé toute la journée. Ne me mens plus, Armand. Je me suis levée, lentement. Je ne voulais pas crier. Je voulais qu'il voie mon calme, qu'il comprenne que la femme crédule qu'il avait manipulée n'existait plus. Je t'ai vu. Sur le live stream, avant que ça ne coupe. Toi, mon père, Faustine. Et le sourire de Clémence. J'ai tout vu. Le masque est tombé. La fatigue a laissé place à une lassitude infinie. Il s'est laissé tomber sur le canapé, passant une main sur son visage. Il n'a plus essayé de nier. Je ne suis pas seulement le larbin de ton père, n'est-ce pas, ai-je continué, ma voix montant d'un cran malgré moi. Tu obéis aussi à Clémence. C'est elle le cerveau, non? La petite princesse qui tire les ficelles. Il a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, je n'ai pas vu un traître, mais un homme tourmenté. Oui, a-t-il murmuré, la voix rauque. C'était son idée de me trouver. Et puis, il m'a tout raconté. Et la vérité était bien pire, bien plus complexe que tout ce que j'avais pu imaginer. Il n'avait pas été engagé pour l'argent. Son mobile était la vengeance. Son père, Michel Lefebvre, avait été l'associé de Victor, il y a près de 20 ans. Ensemble, ils avaient fondé les prémices de ce qui allait devenir l'empire immobilier Girard. Mais mon père, voyant le potentiel, avait manœuvré pour évincer son partenaire, le laissant avec des dettes colossales et une réputation en ruine. Le père d'Armand ne s'en était jamais remis. Il était mort d'une crise cardiaque quelques années plus tard, un homme brisé. Armand avait grandi avec cette haine, ce désir de détruire Victor comme Victor avait détruit sa famille. Il avait passé des années à enquêter sur lui. C'est là que Clémence l'avait trouvé. Elle aussi faisait ses propres recherches, non pas par justice, mais par avidité. Elle avait découvert le passé d'Armand et lui avait proposé une alliance diabolique, il l'aiderait à m'écarter et à s'assurer que l'héritage de ma grand-mère soit entièrement sous leur contrôle, et en échange, il aurait sa vengeance, une place de choix pour voir l'empire de l'intérieur et le faire s'effondrer. Je devais te séduire, te neutraliser, a-t-il dit. Il a sorti son portefeuille et en a tiré une vieille photo cornée. C'était une photo de sa famille, heureuse, souriante, avant la tragédie. C'était pour lui, a-t-il dit en me la montrant. Et tes sentiments pour moi? C'était aussi une comédie? Ma voix s'est brisée sur ces mots. Il a secoué la tête, les larmes brillant dans ses yeux. Je suis tombée dans mon propre piège, Solène. Je voulais détruire ton père, mais je suis tombée amoureux de sa fille. C'est ma punition. Chaque jour passé avec toi était à la fois un paradis et un enfer. Il s'est levé, a ramassé sa veste. Il savait qu'il n'y avait plus rien à dire. Avant de franchir la porte, il s'est retourné et a ajouté une dernière chose, un murmure presque inaudible. Clémence est plus dangereuse que son père. Elle ne veut pas seulement l'argent, elle veut t'effacer jusqu'à ton existence. Fais attention au dossier médical de ta mère. Il m'avait donné la vérité, et avec elle, un avertissement. Le dossier médical. Ces deux mots allaient devenir la clé de tout, mais pour l'instant, il n'était qu'un présage de la bataille à venir. Le départ d'Armand a laissé un silence assourdissant, un vide rempli par le bourdonnement de la trahison et de la vérité tordue qu'il m'avait laissée. Pendant 48 heures, j'ai fonctionné en pilote automatique. La tristesse était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. La colère était mon carburant. Je savais que je ne pouvais pas me laisser sombrer. Pas maintenant. J'ai contacté Margot Perrin, la meilleure amie de ma mère. Une femme chaleureuse et droite, que mon père et Faustine avaient soigneusement écartée de nos vies après le décès de maman. Quand je lui ai tout raconté au téléphone, Armand,
Clémence, la vengeance, il n'y a eu aucune surprise dans sa voix, seulement une confirmation lasse. Je savais qu'ils étaient capables du pire, ma chérie. Ta mère le savait aussi. C'est pour ça qu'elle a pris des précautions. Elle m'a donné la clé du box de stockage qu'elle gardait précieusement depuis des années. C'est là que j'ai trouvé le trésor de guerre de ma mère, son journal intime, des copies de documents légaux, et surtout, une copie certifiée du testament de ma grand-mère, me léguant l'entière propriété du domaine de la Colline Dorée. Armée de ces documents, je me sentais invincible. L'avertissement d'Armand sur le « dossier médical » me semblait lointain, une menace secondaire face à la preuve irréfutable que j'avais en main. C'était une erreur. Une erreur de jugement que j'allais payer très cher. J'ai pris rendez-vous avec mon père sous un prétexte anodin. Je suis entré dans son bureau au sommet de la tour Girard, le cœur battant d'une fureur juste. Faustine était là, bien sûr, assise sur un canapé en cuir blanc comme une reine sur son trône, un serpent gardant son nid. Sans un mot, j'ai posé la liasse de documents sur le bureau en acajou. Le bruit sec a résonné dans le silence du bureau. Le jeu est terminé. Victor a parcouru les papiers, son visage impénétrable. Faustine a ricané. Tu penses nous faire peur avec ça? Des copies sans valeur. C'est alors que la porte d'une salle de réunion attenante s'est ouverte. Clémence est apparue, un sourire suffisant aux lèvres. Elle tenait un autre dossier, plus épais, relié en cuir noir. Je savais que tu finirais par trouver ça, a-t-elle dit d'un ton mielleux. C'est pourquoi nous avions préparé notre réponse. Tu n'es pas la seule à avoir fait les devoirs, grande sœur. Victor a pris la parole, son ton glacial comme celui d'un juge prononçant une sentence. Ta mère, Solène, n'était pas bien dans ces dernières années. Sa paranoïa, ses obsessions. C'était triste. Nous avons dû prendre des mesures pour la protéger d'elle-même. Et pour protéger le patrimoine familial de ses décisions erratiques. Il a ouvert le dossier en cuir. À l'intérieur, des dizaines de pages, des rapports de psychiatres que je n'avais jamais vus, des ordonnances pour des médicaments puissants, des témoignages de prétendus proches. Un dossier médical complet, méticuleusement forgé, dépeignant ma mère comme une femme mentalement instable, incapable de prendre des décisions saines. Porte ça au tribunal si tu veux, a dit Clémence, son regard brillant de malice. Tu ne feras que salir la mémoire de ta propre mère en exposant ses prétendus problèmes mentaux. Tu passeras pour une fille avide et cruelle, tentant de spolier sa famille en s'appuyant sur les dernières volontés d'une femme malade. Personne ne te croira. L'opinion publique te dévorera. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Ils avaient transformé ma meilleure arme en un poison. Utiliser mes preuves signifierait détruire publiquement l'image de la femme que j'aimais le plus au monde. Ils ne m'avaient pas seulement volé, ils avaient pris en otage la mémoire de ma mère. Sécurité, a dit Faustine dans l'interphone avec un geste dédaigneux. 2 hommes en costume sont entrés. Ils ne m'ont pas touché, mais leur présence était une menace silencieuse. Ils m'ont escorté dehors, poliment mais fermement, comme on raccompagne une visiteuse indésirable. Je me suis retrouvée sur le trottoir, le dossier de ma mère serré contre ma poitrine, le dossier de mon père une bombe à retardement dans mon esprit. Ils avaient gagné. La vérité était de mon côté, mais ils l'avaient rendue inutilisable. Je suis rentrée chez moi et j'ai fermé les volets. J'ai débranché mon téléphone. Pendant des jours, je suis restée dans le noir, seule avec mes fantômes. Leur manipulation était si parfaite que j'ai commencé à douter. Et s'ils avaient raison? Et si ma mémoire de ma mère n'était qu'une illusion? Leur mensonge était si puissant qu'il commençait à ronger ma propre réalité. Assise par terre, entourée des fantômes de mon passé, j'ai touché le fond. Il n'y avait plus de combat, plus de colère, juste un vide infini. C'est alors que mon regard s'est posé sur le journal de ma mère, et sur une phrase que j'avais lue 100 fois sans la comprendre. Le silence de mon appartement était devenu une prison. Les jours se fondaient les uns dans les autres, une bouillie grise de désespoir. J'avais perdu. La certitude qui m'avait animée s'était évaporée, remplacée par le poison du doute qu'ils avaient si habilement instillé dans mon esprit. Je tournais et retournais les pages du journal de ma mère, non plus en quête de preuves, mais de réconfort, cherchant la femme forte et lucide que j'avais connue dans ces lignes écrites à l'encre bleue.
Je lisais ses descriptions du jardin, ses pensées sur un livre, ses petites joies quotidiennes, et je me demandais, est-ce que c'est ça, le journal d'une femme malade? La plupart des entrées étaient sereines. Mais les dernières pages étaient différentes, l'écriture plus nerveuse, les phrases plus courtes. C'est là que j'ai relu cette phrase, encore et encore, jusqu'à ce que les mots perdent leur sens. Victor est devenu un monstre. J'ai peur qu'il conteste ma santé mentale pour tout prendre. S'il le fait, la seule encre de vérité sera chez le vieil homme des Alpilles, celui qui chérit la lavande plus que l'or. Le vieil homme des Alpilles. La phrase m'avait semblé poétique, métaphorique, le genre de choses que ma mère aimait écrire. Mais dans mon état de détresse absolue, mon esprit a fait une connexion que je n'avais jamais faite avant, un souvenir enfoui a refait surface. Maître Lefort. Le notaire historique de la famille de ma mère, un homme d'une intégrité sans faille, ami de mon grand-père. Il avait pris sa retraite il y a plus de 10 ans. La dernière fois que ma mère l'avait mentionné, elle avait dit en riant qu'il était parti vivre au milieu de ces champs de lavande en Provence. Les Alpilles, une chaîne de montagnes en Provence. Célèbre pour sa lavande. Ce n'était pas une métaphore. C'était une piste. Une localisation. Une personne. Mais cette prise de conscience ne m'a pas rempli d'une énergie nouvelle. J'étais trop épuisée, trop battue. C'était une lueur d'espoir si faible que je n'avais même pas la force de la suivre. Et s'il était mort? S'il avait déménagé? Et s'il refusait de m'aider? Le mur de doute était encore trop haut. C'est Margot qui a brisé le siège. Après des jours de silence radio, elle a utilisé le double des clés que ma mère lui avait confiées pour entrer dans mon appartement. Elle m'a trouvé là, au milieu du salon, amaigrie, les yeux vides, le journal de ma mère ouvert sur mes genoux. Elle n'a pas essayé de me sermonner ou de me secouer. Elle s'est simplement assise par terre à côté de moi, m'a tendu une tasse de thé chaud qu'elle avait préparée et a attendu. J'ai fini par lui parler, d'une voix cassée, presque un murmure. Je lui ai raconté l'humiliation au bureau, le dossier médical, mon doute insidieux qui me rongeait. Elle m'a écouté attentivement, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a pris mes mains dans les siennes. Ses mains étaient chaudes, réelles. Solène, écoute-moi. Ta mère était la femme la plus lucide et la plus forte que j'ai jamais connue. Ce dossier est le plus grand mensonge de ton père. C'est l'arme d'un lâche, conçu pour te faire douter de la seule chose qui te reste, tes souvenirs. Ne le laisse pas gagner. Puis je lui ai parlé de la phrase dans le journal, de Maître Lefort, des Alpilles. Un éclair a traversé ses yeux. Bien sûr. L'homme des Alpilles. Comment n'y ai-je pas pensé? C'était son surnom affectueux pour lui. Elle s'est levée, soudainement pleine d'une énergie nouvelle qui contrastait avec ma léthargie. Tu ne vas pas rester ici à te morfondre. Ta mère ne t'a pas laissé te battre seule, Solène. Elle t'a laissé une carte. Maintenant, lève-toi. Fais tes bagages. On a un vieil homme à trouver. Ce n'est pas un discours enflammé qui m'a fait bouger. C'est le ton de sa voix. Un ton plein d'une foi inébranlable en ma mère, et par extension, en moi. Lentement, très lentement, comme si je réapprenais à bouger, je me suis levée. Le combat n'était pas fini. Il entrait simplement dans une nouvelle phase. Une phase où je n'étais plus seule. Le nom, Maître Lefort, n'était plus un simple nom. C'était une promesse. Une promesse que la vérité existait quelque part, et que je devais la trouver, non pas pour moi, mais pour elle. Partir pour la Provence a été comme sortir d'un long tunnel sombre pour être aveuglé par le soleil. Le bleu intense du ciel, l'odeur du thym et du romarin, le chant des cigales, tout cela contrastait violemment avec la grisaille de mes derniers jours à Lyon. Avec Margot à mes côtés, conduisant sa vieille Peugeot 206 qui semblait connaître toutes les petites routes de France par cœur, je sentais une étincelle de vie revenir en moi. Mais notre quête n'avait rien d'une balade touristique. Retrouver un notaire à la retraite, dont nous ne connaissions que le nom et une région approximative, était une tâche herculéenne. Les Alpilles, ce n'est pas grand, mais c'est un dédale de petits villages, de hameaux et de routes sinueuses. Nous avons commencé par les annuaires, les registres professionnels, les associations d'anciens notaires. Rien. Maître Lefort semblait s'être volatilisé.
Il avait bien vendu son étude à Lyon, mais la trace se perdait ensuite. Pendant ce temps, je sentais que nous étions observés. Ce n'était plus une simple impression. C'était une paranoïa sourde, une certitude désagréable. Un soir, en rentrant à notre petite auberge à Saint-Rémy-de-Provence, j'ai remarqué qu'une voiture sombre, une berline allemande aux vitres teintées qui nous suivait depuis le village précédent, avait continué sa route après nous avoir vus nous garer. J'en ai parlé à Margot. Elle a froncé les sourcils, son visage habituellement souriant s'est durci. Victor ne te laissera pas faire. Il a des yeux et des oreilles partout. Il a dû comprendre que tu n'abandonnais pas. Il doit se douter que tu cherches quelque chose, ou quelqu'un. Cette nuit-là, la peur s'est concrétisée. Alors que nous dînions, quelqu'un s'est introduit dans notre chambre. Ils n'ont rien volé de valeur. Pas d'argent, pas de bijoux. Ils avaient fouillé mes affaires, jetant le contenu de ma valise par terre. Ils cherchaient quelque chose. Le journal de ma mère. Heureusement, suivant une intuition, je l'avais gardé sur moi, dans mon sac à main, que j'avais emporté au restaurant. L'avertissement d'Armand et la paranoïa de ma mère m'avaient rendue prudente. Cet incident a tout changé. Ce n'était plus une simple recherche. C'était une course contre la montre, et nous étions les proies. Mon père savait, ou du moins suspectait, que je cherchais quelqu'un qui pourrait détenir la vérité. Il essayait de me devancer, ou de m'intimider pour que j'abandonne. Le lendemain, découragés, nous nous sommes arrêtés dans un petit marché local à Égalières pour acheter du fromage et du pain. L'ambiance était joyeuse, mais mon cœur était lourd. Margot, pour nous changer les idées, discutait avec une vieille marchande de lavande, vantant les mérites de ses sachets parfumés. Par pur hasard, pour meubler la conversation, elle a mentionné que nous cherchions un vieil ami qui aimait beaucoup la lavande, un ancien notaire. Le visage de la marchande s'est illuminé. Ah, un ancien notaire? Vous ne parlez pas de Maître Lefort, par hasard? Un homme charmant. Il achète mes sachets de lavande par douzaines. Il dit que c'est la seule chose qui apaise son esprit. Un homme très tourmenté par son passé, il me semble. Il vit là-haut, dans le hameau de la Roche-Amère, la dernière maison avant la falaise. Personne ne va jamais là-haut. Nos cœurs ont fait un bond. Nous avions enfin une piste concrète. Nous avons remercié chaleureusement la marchande et avons sauté dans la voiture. Nous avons pris la route sinueuse qui montait vers le hameau. C'était un endroit isolé, sauvage, magnifique. En arrivant en vue de la dernière maison, une bâtisse en pierre entourée d'un jardin foisonnant, mon estomac s'est noué. Une berline noire de luxe, impeccable, identique à celle de mon père, était garée juste devant le petit portail en bois. Ils étaient arrivés avant nous. Pendant une seconde, l'envie de faire demi-tour, de fuir, m'a submergée. Mais le regard de Margot, dur et déterminé, m'a redonné courage. Nous ne pouvions pas abandonner. Pas si près du but. Nous sommes sortis de la voiture, nos pas crissant sur le gravier. La porte de la maison s'est ouverte avant même que nous ayons pu frapper. Un vieil homme se tenait sur le seuil, le visage grave, les yeux d'un bleu clair perçant. C'était lui. Nous l'avons trouvé. Un vieil homme aux yeux clairs dans un petit village perché. Mais alors qu'il nous ouvrait la porte, il a dit « Je vous attendais. Mais vous n'êtes pas les seuls. » Le cœur battant, nous sommes entrés dans la petite maison qui sentait la cire d'abeille et la lavande séchée. Maître Lefort nous a fait signe de nous asseoir dans son salon rustique, où un feu crépitait dans la cheminée malgré la chaleur extérieure. C'était un homme frêle, mais son regard avait la force tranquille des vieilles pierres des Alpilles. « Il y a un jeune homme qui est venu me voir hier, a-t-il commencé, sa voix calme et posée, sans préambule. Un certain Armand Lefèvre. Un garçon tourmenté, mais avec un bon fond, je crois. Il m'a dit que vous seriez bientôt là, et que d'autres personnes, bien moins bien intentionnées, suivraient de près. Il m'a supplié de vous protéger, et de protéger ce que votre mère m'a confié il y a tant d'années. J'étais abasourdi. Armand. Il n'avait pas essayé de voler les documents pour les donner à Clémence. Il était venu nous prévenir. Un acte de rédemption, aussi tardif soit-il, qui compliquait encore plus les sentiments que j'avais pour lui. Maître Lefort a continué, son regard se perdant dans les flammes. Votre mère,
Isabelle, était une femme exceptionnelle, mademoiselle Dubois. Plus qu'une cliente, c'était une amie. Elle savait que Victor ne reculerait devant rien. Quelques mois avant sa mort, elle est venue me voir ici, en secret. Elle m'a confié une boîte, et m'a fait jurer de ne la remettre qu'à vous, en main propre, le jour où vous en auriez le plus besoin. Elle m'a également dit que j'ai tenté de vous joindre après son décès, mais mes lettres vous sont revenues avec la mention « destinataire inconnu » et mes appels n'ont jamais abouti. Victor avait déjà tout verrouillé. J'ai vécu avec ce poids sur la conscience pendant des années. Il s'est levé et a sorti d'un vieux secrétaire en noyer une boîte en fer, simple et sans fioriture. Il l'a posée sur la table devant moi. La clé était déjà dessus. C'est à ce moment précis que nous avons entendu le bruit d'une voiture s'arrêtant brusquement à l'extérieur. La porte d'entrée, que nous n'avions pas refermée, s'est ouverte à la volée. Clémence était là, sur le seuil. Seule. Son visage était déformé par la fureur. Elle avait dû semer son chauffeur pour arriver plus vite, comprenant que le temps lui était compté. « Donnez-moi ça, vieil homme », a-t-elle sifflé en voyant la boîte. Ses yeux brillaient d'une avidité sauvage. Maître Lefort n'a pas bougé d'un centimètre. Il s'est simplement interposé entre elle et la table. « Ces documents ne vous appartiennent pas, mademoiselle Girard. Ils sont le témoignage de la volonté de votre belle-mère, et je la respecterai. » Le regard de Clémence s'est posé sur moi. La haine qui y brûlait était si intense qu'elle en était presque palpable. C'est là, dans cette petite maison perdue, que le masque de la jeune femme sophistiquée est tombé pour de bon, révélant le monstre d'envie qui se cachait derrière. « Toi » a-t-elle crié, sa voix montant dans les aigus. « Toujours toi. » Même morte, sa mère continue de tout te donner. Toute ma vie, j'ai vécu dans l'ombre de ton souvenir. Maman parlait de toi, papa te comparait à moi. J'étais la remplaçante, la copie, jamais l'original. Ce domaine, cet héritage, c'était ma chance de prouver que j'étais la vraie héritière, pas le fantôme d'une fille qui l'a abandonnée. C'était à moi de tout avoir. Sa confession était un torrent de jalousie et d'insécurité, un poison qui avait macéré en elle pendant près de 20 ans. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question d'identité. Elle voulait m'effacer pour pouvoir enfin exister. Elle s'est jetée en avant pour attraper la boîte, mais Margot, étonnamment vive pour son âge, s'est interposée, la repoussant fermement. Au même moment, nous avons entendu le son lointain d'une sirène de gendarmerie, se rapprochant rapidement. Maître Lefort, prévoyant, les avait appelés dès qu'il avait vu la voiture de Clémence arriver. La police est arrivée, alertée par Maître Lefort. En voyant Clémence emmenée, hurlant des insultes, je n'ai ressenti aucune joie, seulement une immense lassitude. Le combat était terminé, mais la reconstruction de ma vie ne faisait que commencer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La boîte en fer de Maître Lefort contenait tout. Pas seulement le testament original et authentifié de ma grand-mère, mais aussi un testament de ma propre mère, rédigé peu avant sa mort, qui non seulement me confirmait comme unique héritière, mais détaillait aussi avec une précision glaçante ses craintes concernant les manipulations de Victor et Faustine. Il y avait également une attestation signée de son médecin traitant de l'époque, un homme respectable de Lyon, certifiant de sa parfaite santé mentale et de sa lucidité jusqu'à ses derniers jours. Le « dossier médical » de mon père, cette construction monstrueuse de mensonges, a été instantanément réduit en cendres. Avec ses preuves irréfutables et le témoignage accablant de Maître Lefort, la bataille juridique qui a suivi n'a pas été une bataille, mais une exécution. L'affaire a fait la une des journaux économiques et des magazines People. L'histoire de la fille reniée qui démasque la conspiration de sa propre famille était trop savoureuse pour être ignorée. Le nom Girard, autrefois synonyme de succès et de pouvoir dans le monde de l'immobilier lyonnais, est devenu synonyme de fraude, de manipulation et de cupidité. La chute a été brutale et totale. RW Holdings a perdu ses investisseurs les plus importants en l'espace de quelques semaines. Le conseil d'administration, dans une tentative désespérée de sauver ce qui pouvait l'être, a forcé Victor à démissionner dans la honte la plus totale. Il a été mis en examen pour faux, usage de faux,
abus de confiance et subornation de témoins. Son empire, bâti sur des fondations pourries, s'est effondré comme un château de cartes. Faustine, voyant le navire couler, a demandé le divorce, tentant de s'enfuir avec une partie de la fortune, mais elle a été rattrapée par des poursuites pour complicité et recel. Sa vie de luxe et de charité de façade s'est terminée dans un bureau d'avocat sordide. Clémence a été la plus durement touchée. L'image de la mariée innocente a volé en éclats, remplacée par celle de la « Lady Macbeth de l'immobilier », comme l'a surnommé un journal. Son implication directe dans la tentative d'intimidation sur Maître Lefort l'a conduite à une condamnation ferme. Son mari, dont la start-up dépendait de l'argent et de la réputation des Girard, a demandé l'annulation du mariage avant même la fin de la première année. Elle a tout perdu, son mari, sa fortune, son statut social, et surtout, la reconnaissance qu'elle avait si désespérément cherchée. Quant à Armand, son témoignage contre les Girard a été un élément clé du procès. Il a détaillé de l'intérieur tout le système de manipulation, les sociétés écrans, les pressions. En raison de sa coopération et de son rôle complexe, il a écopé d'une peine avec sursis. Je ne l'ai jamais revu, mais j'ai appris plus tard qu'il avait quitté la France pour recommencer sa vie ailleurs. Je ne sais pas si je lui ai pardonné, mais j'ai compris la nature tragique de son histoire, celle d'un fils cherchant une justice tordue pour son père. J'ai gagné. Sur tous les plans. J'ai récupéré l'intégralité de mon héritage, le domaine de la Colline Dorée, ainsi que des dommages et intérêts considérables. J'étais soudainement riche, puissante. J'aurais pu vendre le domaine, voyager, ne plus jamais travailler de ma vie. J'aurais pu savourer ma victoire, danser sur les ruines de leur empire. Mais en me tenant seule, au milieu des vignes baignées par le soleil de Bourgogne, je n'ai ressenti aucune ivresse de la victoire. Seulement le poids d'une question, et maintenant ? Que fait-on quand la guerre est finie ? La réponse m'est venue en relisant une dernière fois le journal de ma mère. Elle n'y parlait pas d'argent, mais de terre, de racines, de transmission. Elle aimait ce domaine non pas pour sa valeur, mais pour son âme. Elle écrivait sur la façon dont les vignes, si elles sont bien soignées, peuvent produire de bons fruits même après les hivers les plus rudes. J'ai alors su ce que je devais faire. Ma victoire ne devait pas être une fin, mais un commencement. Je n'allais pas utiliser cet héritage pour moi-même. J'allais l'utiliser pour honorer la femme qui s'était battue pour moi depuis l'au-delà. J'ai pris la décision la plus importante de ma vie. J'ai utilisé une partie des fonds pour créer une fondation. Une fondation que j'ai appelée « La Seconde Volonté ». En utilisant mes propres compétences de graphiste, j'ai créé son logo, une clé ouvrant une serrure en forme de cœur, son site internet, toute son identité visuelle. Sa mission, offrir une aide juridique et un soutien psychologique aux personnes, en particulier les femmes et les personnes âgées, qui se retrouvent déshéritées ou spoliées par des manipulations familiales. Les profits générés par le vignoble, que j'ai décidé de gérer moi-même avec une nouvelle équipe passionnée, allaient financer entièrement la fondation. La terre qui avait été l'objet de tant de convoitises allait devenir une source de justice. Le poison allait devenir le remède. Aujourd'hui, je vous parle depuis la terrasse de la vieille maison en pierre du domaine de la Colline Dorée. Le soleil se couche sur les vignes, peignant le ciel de couleurs chaudes, et l'air est doux. J'ai réappris à vivre, non pas en oubliant le passé, mais en le transformant. La blessure est toujours là, bien sûr, une cicatrice fine qui court le long de mon cœur et qui me rappelle d'où je viens. Mais elle ne me fait plus mal. Elle est la preuve de ma survie, la marque de la bataille que j'ai remportée. Mon histoire est une histoire de trahison, de mensonges et de secrets de famille. Le genre d'histoire qui se murmure dans les dîners de famille, le genre de drame que l'on pense n'arriver qu'aux autres. Mais c'est aussi une histoire de résilience, d'amitié, et de l'amour indéfectible d'une mère pour sa fille, un amour si puissant qu'il a traversé la mort pour me guider. Ils ont essayé de m'effacer, de me réduire au silence, de me faire douter de ma propre raison. Mon père, ma belle-mère, ma propre sœur. Ils ont utilisé l'amour, l'argent et la manipulation psychologique comme des armes. Mais ils ont échoué. Parce qu'ils ont sous-estimé la force des liens du cœur, qui sont bien plus puissants que les simples liens du sang. Ils ont sous-estimé la vérité, qui, comme une graine, peut rester dormante sous terre pendant des années avant de trouver son chemin vers la lumière. Parfois,
La meilleure façon de regagner ce qu'on vous a volé n'est pas de détruire vos ennemis, mais de construire quelque chose de plus grand et de meilleur à la place. La Fondation, la seconde volonté, a aidé des dizaines de personnes à ce jour. Nous avons réuni des enfants avec des héritages qui leur avaient été cachés, nous avons protégé des parents âgés de la cupidité de leurs proches, nous avons redonné une voix à ceux qu'on avait essayé de faire taire. Chaque victoire, chaque personne qui retrouve sa dignité et ses droits, est un hommage à la mémoire de ma mère. C'est sa véritable seconde volonté, accomplie à travers moi. Le vignoble, autrefois symbole de conflit, est aujourd'hui un symbole d'espoir. Ces fruits ne produisent pas seulement du vin, ils produisent de la justice. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de mon histoire, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir accompagné dans ce voyage. Des histoires comme la mienne, malheureusement, ne sont pas si rares. Le silence qui entoure les drames financiers et psychologiques au sein des familles est souvent le meilleur allié des manipulateurs. C'est pourquoi j'aimerais vous entendre. Dites-moi dans les commentaires ce que cette histoire a évoqué en vous. Et vous, si vous aviez été à ma place, auriez-vous choisi la vengeance ou la reconstruction? Avez-vous déjà été trahi par ceux qui auraient dû vous protéger, ou avez-vous été témoin d'une injustice similaire? Partagez votre histoire si vous le souhaitez, ou simplement vos pensées. Chaque commentaire, chaque témoignage, chaque « j'aime » est une façon de briser un peu plus le silence, de montrer à ceux qui souffrent en secret qu'ils ne sont pas seuls. Si vous voulez entendre d'autres récits où la justice finit par triompher et où la résilience humaine réécrit la fin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais que même dans la nuit la plus sombre, une seule petite lueur de vérité peut suffire à tout éclairer.